J'étais tétanisé. Juste après avoir signé la levée de fonds, j'ai appelé ma femme et je lui ai dit « Je sais pas si c'est la pire ou la meilleure décision de ma vie d'entrepreneur ». Là, j'étais au sommet. Il y a eu l'inauguration de la Pubeco PVL Arena. Donc c'était la première salle des sports qui a eu le nom d'un site internet, une salle de 5000 places. En 2006, on crée un moteur de géolocalisation. 2009-2010, il y a des moteurs open source qui sortent. Donc pendant 3 ans, on développe un truc qui sert à rien. 2010-2011, il y a des acteurs qui nous utilisent pour lever des fonds en disant « On va faire comme Pubeco ». Moi, je trouve ça juste dégueulasse. J'ai vraiment l'impression que eux se moquent de toute l'histoire que j'ai vécue et veulent simplement gagner plus d'argent, quitte à ce que moi je sorte de là. Mais je me dis, mais en fait, Pubeco, c'était ma vie. À l'époque, je me présentais et je disais en rigolant, mon nom de famille, c'est Pubeco. Je disais, bonjour, je suis Romain Pubeco. J'ai fermé à 2 reprises les yeux dans un virage, 2 fois le même virage, en voulant vraiment me foutre en l'air, parce que j'en pouvais juste plus. Je suis Romain Sarel, je suis le cofondateur de Pubeco. Pubeco, c'est le premier service qui avait pour objectif de dématérialiser tous les prospectus et catalogues de la grande distribution. Donc en 2006, avant que l'iPhone existe, on a décidé de créer un moteur de publicité géolocalisé sur Internet et de distribuer des petits autocollants « Pub non merci ». La publicité, je la lis sur Internet et non plus à travers ma boîte aux lettres en format papier. Et l'idée de Pubeco, en fait, elle est venue de 3 choses. En 2006, c'est le pacte écologique de Nicolas Hulot. Certains s'en souviennent. On a une expérience dans la grande distribution avec Yannick, mon associé, puisqu'on a tous les deux fait des stages et des petits boulots d'été. Et surtout, on est dans le numérique et on avait développé notamment déjà un moteur d'emailing. Et on se rend bien compte que les gens n'ont pas d'adresse email à l'époque, de base d'adresse email pour envoyer ça. C'est pour ça qu'on a créé ce service Pubeco. Ça a été très long à décoller, puisque comme je le disais, 2006, il n'y a pas l'iPhone, Facebook est à peine au début ouvert à quelques, on va dire, universités et grandes écoles françaises. Et donc sur toute la période 2006-2010, moi je suis encore étudiant à l'ESCP. Donc je suis d'abord en année de césure, ça m'a mis un peu plus de temps du coup pour terminer mes études. Et je concilie déjà 2 vies, une vie d'entrepreneur et une vie d'étudiant. Donc je suis un des premiers étudiants entrepreneurs, un espèce d'ovni à l'époque, puisqu'on me demande un peu ce que je fais. Et Pubeco, on avance sur toute la période 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Ce qui me fait tenir, c'est que chaque année, j'ai une reconnaissance un peu forte, plutôt par un prix entrepreneurial. J'ai gagné le prix Graines de Boss, j'ai gagné le prix Biproject. 2010, beau prix auquel je tiens, le prix spécial du jury avec le Mouv'J, qui me donne vraiment l'envie de continuer et de poursuivre, alors que c'est le moment où je dois décider en 2010 si je suis étudiant ou entrepreneur. Et en fait, comme je suis plus étudiant puisque je viens d'avoir mon diplôme de l'ESCP, je me lance complètement dans Pubeco. Et ça tombe bien puisqu'à ce moment-là, tout ce qu'on a semé commence à porter ses fruits et Pubeco décolle. On a des dizaines de milliers de visiteurs par jour sur la plateforme, on distribue des autocollants à peu partout en France. J'ai des amis qui m'envoient des photos d'un autocollant trouvé dans un bled que je connais pas, qui montrent bien que ça se diffuse. À ce moment-là, il y a beaucoup de services qui nous ont copiés à l'étranger, qui cartonnent, et donc on continue. 2010-2011, c'est le début de la rentabilité. On a une boîte rentable. Donc on continue à développer ça, on va dire, en bon père de famille, puisque de toute façon, on n'a pas de moyens pour avancer. Et l'année de la réussite totale, c'est qu'en 2012, en fait, l'entrepreneuriat commence vraiment à intéresser. Sur toute la période 2006-2012, il y a une sorte de traversée du désert. C'était après la crise de la bulle Internet, c'était après la crise des subprimes de 2007. Et donc vraiment, c'est en 2012 on commence à intéresser les gens parce qu'on a une boîte rentable, on fait 1,7 million de chiffre d'affaires, on sort près de 400 000 euros de rentabilité, ce qui est quand même assez important. Et surtout, on a un énorme potentiel qui est le marché de la publicité géolocalisée. 2012, décembre 2012, du coup, on fait une levée de fonds, une grosse levée de fonds. À l'époque, je disais 1,2 million. En fait, aujourd'hui, je sais que j'ai fait 2,5 millions puisque j'ai levé de la dette et de l'equity, en actions.
Et à ce moment-là, je devais avoir un sentiment assez fort, puisque je me souviens, le soir, juste après avoir signé la levée de fonds, j'ai appelé ma femme et je lui ai dit je sais pas si c'est la pire ou la meilleure décision de ma vie d'entrepreneur. Je me vois encore sur les Champs-Élysées, le fonds d'investissement était pas très loin de l'Arc de Triomphe. Et alors, bien évidemment, on fête ça, parce que ça fait 6 ans qu'on se bat, voilà. On prépare l'annonce pendant quelques semaines, mais à peine a-t-on le temps de se réjouir de ça, qu'il se passe un truc assez important, c'est qu'en décembre 2012, on était à plus de 6 millions de visiteurs sur la plateforme, et en janvier, mi-janvier, je me souviens encore, un soir, je quitte le bureau et je me rends compte qu'un développeur a pas l'air bien et reste un peu plus tard que d'habitude. Je vais le voir, il me dit, il y a un truc bizarre dans le référencement. Et en fait, 90%, enfin 92% de notre audience venait de Google. Et en fait, Google a changé ses règles de référencement à l'époque. Il y a eu plein de services qui en ont pâti. Et Google a aussi lancé son service d'annuaire géolocalisé. Et nous, en fait, les gens venaient avant tout sur Pubeko pour consulter les horaires, les informations des magasins. Et pour simplifier, en 3-4 mois, on est passé de 6,5 millions de visiteurs par mois sur la plateforme à 2 millions. Le seul problème, c'est que j'avais tout préparé pendant un an. Et là, j'étais au sommet. J'étais au sommet parce que le 5 janvier 2013, il y a eu l'inauguration de la Pubeko PVL Arena. Donc, c'était la première salle des sports qui a eu le nom d'un site internet, une salle de 5000 places, qui était faite pour avoir la visibilité au grand public. On a annoncé en même temps la levée de fonds. Donc, pour tout le monde, on lève des fonds, c'est bon. En plus, c'était un beau fonds d'investissement qui avait pignon sur rue. J'étais passé de 12 collaborateurs à 30 puisque j'avais préparé tous mes recrutements. Donc, en janvier, j'ai intégré 15 collaborateurs, dont 10 commerciaux pour vendre l'audience et avancer. Et le seul problème, c'est que là, crise. Et j'oublierai jamais, puisque je suis allé voir le fonds d'investissement le 19 février, c'est le jour de mon anniversaire, pour leur dire on a un problème. J'étais tétanisé. Je me suis dit, ils vont croire qu'on le savait et que c'est pour ça qu'on a voulu lever des fonds. Donc j'avais vraiment très peur. Et en fait, ils m'ont tout de suite rassuré. Mais ils m'ont rassuré d'une manière qui m'a dérangé, puisqu'en fait, je vois encore mon chargé de participation me dire ah, mais ça, on le savait très bien. Je regarde, je dis mais vous saviez très bien que. Mais bien évidemment, de toute façon, Google allait se mettre la publicité géolocalisée, tout ça. Faut juste qu'on accélère, faut qu'on voit quelle boîte on va racheter, comment on peut faire. Et puis là, tout s'est emballé d'une mauvaise manière. Tout s'est emballé parce que le directeur commercial a perdu le pied. En fait, il avait plus d'audience. Il y avait 6 millions à vendre. Là, il y avait plus que 2 millions. On n'avait pas le modèle économique, donc on savait pas comment acheter de l'audience pour la revendre, puisque jusque-là, on vendait de l'audience gratuite. Et ça a été une grave erreur et une grosse difficulté. Et donc, ça a commencé par un conflit entre associés avec le directeur commercial, avec qui on était en désaccord sur la stratégie et qui savait plus comment avancer. Le fonds d'investissement a essayé de mettre un peu son nez dedans, mais en fait, le chargé de participation était assez inexpérimenté, puisque c'était le début des levées de fonds. Et voilà, moi, ça faisait 6 ans que je développais ma boîte. Et à ce moment-là... ça a été très dur. Ça a été très dur parce qu'en fait, j'ai eu l'impression qu'ils avaient tout prévu et qu'ils voulaient me déposséder de ma boîte. Je pense que eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était que leur actif grossisse. Mais la manière dont ils me le proposaient, c'était on va racheter une boîte 2 fois plus grosse que toi. Donc moi, je me disais, en fait, je vais plus exister. Ou on va nommer un directeur général qui a plus d'expérience, qui vient de chez Clear Channel, qui vient, enfin voilà. Et je me disais, mais en fait, ils sont prêts, tout est préparé sur la table. Ça fait 6 mois, en fait, qu'ils me mentent. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment qu'ils me mentaient à ce moment-là. Et eux, je pense qu'à ce moment-là, comme je suis rentré en résistance, ils ont eu le sentiment miroir qui était, en fait, ils veulent pas de nous, ils veulent pas avancer. Et la période 2013 a été atroce, avec un mélange de sentiments et de montagnes russes. En 2013, c'est les montagnes russes parce qu'en fait, début 2013, on annonce que l'entreprise fait une levée de fonds. Donc tout le monde pense que tout est facile. Levée de fonds égale réussite, levée de fonds égale enrichissement personnel. Tout ça est faux, mais à l'époque,
personne ne le comprenait. 2013, d'un point de vue business, l'audience s'effondre, donc j'ai plus rien à faire. Le fonds d'investissement avec qui tout doit bien se passer, en fait, ça devient catastrophique. On n'a pas eu un mois de relation saine. 2013, ma femme est enceinte et donc je vais être papa pour la première fois. Et il y a eu une phase assez folle, c'est en septembre-octobre. On se sépare du directeur commercial, ça a été très très dur. Début octobre, 3 octobre, je reçois le prix de l'entrepreneur de l'année avec EY, donc réussite. Et 2 jours après, je deviens papa pour la première fois. Le problème, c'est que j'ai vraiment le sentiment d'être un imposteur. Parce que quand je reçois le prix, moi, je sais que la boîte va mal. Et tout le monde me dit, c'est pas grave. Ce qu'on regarde, c'est ce qui s'est passé. Et tu vas t'en sortir. Bien évidemment que je devais m'en sortir. J'avais encore 1,5 million d'argent sur les comptes. Mais c'était très, très dur de vivre ce sentiment-là. Et à partir de ce moment-là, je suis vraiment rentré en résistance. Et c'est la difficulté. Je pense qu'au lieu de lâcher prise, en 2014-2016, j'ai voulu m'en sortir et je m'en suis sorti. J'ai cru m'en sortir en étant dans une espèce de guerre avant tout contre moi-même, mais de guerre avec tous ceux qui s'opposaient et qui voulaient prendre le contrôle, entre guillemets, sur la boîte. Et comme on était parti très très loin, très très tôt, on avait un passif de techno, puisqu'en fait, on n'avait pas pu investir dans le mobile à temps, puisqu'on a été les premiers. Donc, ça a été très compliqué. D'abord, j'en ai voulu à tous les acteurs de la tech. En 2006, on crée un moteur de géolocalisation. 2009-2010, il y a des moteurs open source qui sortent. Donc pendant 3 ans, on développe un truc qui sert à rien. 2010-2011, il y a des acteurs qui nous utilisent pour lever des fonds en disant on va faire comme Pubeco. Moi, je trouve ça juste dégueulasse. Je me dis, mais en fait, les mecs, ils utilisent toute notre R&D, entre guillemets, pour se valoriser. Le fonds d'investissement, on est en relation déséquilibrée parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression qu'eux se moquent de toute l'histoire que j'ai vécue et veulent simplement gagner plus d'argent, quitte à ce que moi, je sorte de là. Mais je me dis, mais en fait, Pubeco, c'était ma vie. À l'époque, je me présentais et je disais en rigolant, mon nom de famille, c'est Pubeco. Je disais, bonjour, je suis Romain Pubeco. Et donc, j'ai eu une telle fusion entre tout ça que toute cette période-là, je suis vraiment pas bien. Et j'en veux à la terre entière. Et plus je règle mes problèmes, plus je cherche de nouveaux, entre guillemets, boucs émissaires. Et bien évidemment, j'ai pas fait l'impasse. J'ai eu une crise de couple avec ma femme. On est vraiment passé par une toute petite porte à plusieurs reprises. J'ai fermé à 2 reprises les yeux dans un virage, 2 fois le même virage, en voulant vraiment me foutre en l'air parce que j'en pouvais juste plus. À un moment donné, voilà. Et ça a été très, très dur comme période. On est passé par toutes les phases juridiques. J'ai fait plus de droit que de développement d'entreprise. Je mets la boîte en sauvegarde. Je fais un mandat ad hoc. Je mets la boîte en sauvegarde. Je mets la boîte en redressement judiciaire. Je mets la boîte en liquidation judiciaire. Parce que de toute façon, on avait de l'argent et donc on ne devait pas arrêter. C'était pas possible. Le seul problème, c'est qu'on avait un désaccord avec les actionnaires qui, eux, voulaient, d'une certaine manière, reprendre le contrôle sur la boîte, et ont tout fait pour qu'on lâche prise. Mais quand je dis tout fait, j'oublierai jamais le moment où on m'a dit « On va porter plainte contre toi, et on verra si tu tiens. » Et là, je regarde et je dis « Mais pourquoi ?»« Ah, on sait qu'il n'y a pas forcément de fondement, on verra. » Et effectivement, quand on se retrouve à la gendarmerie à moins de 30 ans pour être entendu parce qu'on a porté plainte contre nous, même si on sait à ce moment-là qu'il n'y a pas de fondement, même si on sait qu'on a rien, on se pose vraiment la question. Ce qui m'a maintenu en vie, c'est vraiment, je pense, de connaître mon intégrité. Par chance, mais vraiment par chance, j'ai toujours été complètement clean. Si j'avais eu le moindre écart de route, mais je pense que j'aurais pu effectivement soit me foutre en l'air en me disant mais ils vont découvrir tel ou tel truc, soit perdre, tout perdre. Et donc la plainte a été classée sans suite, bien évidemment, sauf qu'il a fallu passer par toute cette phase-là.
Ça a pris de l'énergie et au lieu d'essayer d'avancer, je dis toujours, au lieu d'être... ça fait partie pour moi des grands apprentissages. À ce moment-là, tout l'écosystème qui était autour de moi, je l'embarquais dans un écosystème, dans une démarche belliqueuse. Au lieu d'être avec, on était contre. Et ce qui a vraiment commencé à changer, c'est quand en 2015-2016, je me dis, en fait, c'est tout. Il y a plus grand monde autour. Il reste plus que des personnes avec qui j'ai envie d'avancer, ma femme, ma famille. Et donc à ce moment-là, je comprends que la clé pour réussir, surtout quand ça va mal dans une entreprise, c'est de faire avec et pas contre. Et là, je prends toujours cette image. Alors, je me suis arrêté à la ceinture orange, mais j'ai fait du judo. Et pour moi, c'est ça. C'est dans le judo, on utilise la force de l'adversaire pour le faire tomber. Donc, il faut utiliser la force du marché pour s'en sortir. Il faut utiliser la force de ses actionnaires ou chaque chose. Et il ne faut pas simplement être en guerre. Être en guerre, on est dans une démarche de sabotage et on s'en sort juste pas, quoi. Et à ce moment-là, ça a été compliqué parce qu'à partir de 2016, je commence à comprendre ça. Et j'ai mis tellement tout mon environnement contre que tout détricoter est juste impossible. Donc, on ne trouve pas de solution avec le fonds d'investissement pour s'en sortir, parce qu'en fait, on sort d'une guerre de 3 ans, ils ont démissionné du conseil d'administration, ils ont porté plainte contre nous, et même si moi je suis prêt à pardonner et à reconnaître certaines de mes erreurs, j'ai envie qu'ils reconnaissent aussi les leurs, et en fait on est dans le business, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc ça marche pas. Mon associé restant, avec qui je m'entends très bien, c'est compliqué parce qu'on est complètement désalignés. Moi je suis prêt à abandonner pour m'en sortir. Lui garde cet attachement à l'entreprise, garde cette volonté d'avancer, et donc on commence à se séparer un peu, et c'est très compliqué parce que je suis parrain de sa fille, c'est le parrain de ma fille. Enfin voilà, c'est très compliqué et forcément ça laisse des traces. Et à ce moment-là, les chemins commencent à se séparer avec tout le monde, entre ceux qui décident de rester un peu sur place et moi qui décide d'avancer. Et la première chose avec laquelle j'ai décidé d'avancer, c'est de me présenter aux élections législatives en candidat indépendant. Je pense que c'était encore une forme de fuite, mais à ce moment-là, me présenter aux élections législatives m'a permis de me projeter sur quelque chose d'autre. Je ne pouvais pas me projeter sur autre chose d'entrepreneurial que Pubeko. Avec le pacte d'actionnaires, avec tout ça, j'avais trop peur. En revanche, un engagement sociétal, et j'ai toujours été très moteur là-dessus, c'était complètement possible. Et donc, du coup, je me suis projeté là-dessus. J'ai travaillé comme un malade. Je continuais à bosser 8 à 10 heures par jour sur Pubeko, mais je bossais 5 à 10 heures sur ma campagne. Et du coup, à ce moment-là, je dormais vraiment très très peu. Par contre, en fait, j'avais une énergie de folie. J'avais des gens. Et j'ai recréé quelque chose de positif à côté de Pubeko qui restait mortifère. Et ce quelque chose de positif, c'est cette campagne. À la fin de la campagne en 2017, j'avais une 40aine de personnes qui me suivaient. Et donc, toutes ces personnes qui me suivaient, c'était une forme d'amour, de reconnaissance. On avait envie d'avancer. Et ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a fait énormément de bien jusqu'au soir du premier tour des élections législatives, le 10 juin 2017. Bon, en vrai, je voulais faire 8 à 10%. Je m'étais fixé l'objectif de 8 à 10%. À 5%, un candidat est remboursé de ses frais de campagne. Pour moi, c'était impossible. J'avais déjà des problèmes financiers. C'était impossible de faire moins. Mais j'avais tout sorti. J'avais emprunté à droite à gauche. Et donc, j'avais plus de 15 000 euros de financement. Je comprends assez vite, puisqu'on a eu la vague En Marche et tout ça, donc je comprends assez vite que je passerai pas. Mais je m'attendais quand même à faire 8 à 10%. Le soir des élections, et ça c'est quelque chose à vivre, et je suis content, c'est un autre échec entrepreneurial que j'ai vécu, mais qui m'a permis. Je suis allé au bureau de vote de mon village, là où j'ai grandi, là où j'ai entrepris, et quand on voit le dépouillement et qu'on voit le peu de votes, pour moi, de gens qui vous sourient, qui vous ont tapé dans le dos, et tout ça, et en fait, en gros, vous en avez assez de vos 2 mains quasiment pour compter les gens, et vous savez du coup qui a voté pour vous, et donc par définition que les autres n'ont pas voté pour vous. Ça a été aussi très dur, parce que
C'était un double échec que je vivais. Mais j'oublierai jamais, quelqu'un a pris la photo ce jour-là. Le soir de l'élection, je fais 2,8%. C'est dramatique, parce qu'en fait, ça veut dire que je suis pas élu, bon, certes, mais surtout, je suis pas remboursé, et j'ai pas d'alternative à Pubeko. Donc en fait, il faut que je trouve une solution. Mais ce soir-là, face aux 40 personnes de ma campagne qui étaient face à moi, qui m'ont applaudi et qui m'ont encouragé, remercié pour ce qu'on a fait, je me suis dit, mais en fait, tu sais encore faire quelque chose. Mais il faut que tu arrêtes Pubeko. Et donc, une semaine après, j'ai dit à mon conseil d'administration, ou du moins ce qui en restait, écoutez, je remets ma démission. Dans 3 mois, je suis plus aux commandes de Pubeko, sauf si c'est pour vendre l'entreprise ou pour la fermer. Ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, on se payait plus beaucoup. J'avais divisé par 2 mon salaire, mais en fait, j'étais prêt à être payé 0. Et je dis toujours, le plus dur, c'est la renonciation des 500 premiers euros sur sa REM. Parce que normalement, quand ça va bien en tant qu'entrepreneur, on se paye correctement quelques milliers d'euros. Et quand ça va mal, le premier réflexe, c'est la rémunération de l'entrepreneur. Ce qui est compliqué, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, quand ça va mal, on a 2, 3, 4 fois plus de boulot. On licencie des gens. Il y a moins de personnes dans l'équipe, donc on doit faire beaucoup plus. Et à ce moment-là, en plus, pour s'en sortir, on doit se payer encore moins. Donc on le vit comme une énorme injustice. Mais à ce moment-là, j'étais prêt à bosser pour rien pendant 6 mois, même si j'avais plus de thunes, j'avais plus rien, parce qu'en fait, c'était une question de vie ou de mort. J'arrête Pubeko ou je meurs avec Pubeko. C'était vraiment ça que j'ai réalisé. Et donc c'est là où j'ai accéléré. Comme on avait de la trésorerie, donc on ne pouvait pas arrêter tel quel. J'ai dû passer par une procédure de mise en sauvegarde, de mise en redressement judiciaire. J'ai fait un roadshow pour essayer de vendre les actifs. Ça n'a pas marché, mais j'ai eu plein de propositions de jobs. J'en voulais pas. Et à un moment donné, j'ai dit c'est tout, personne ne veut acheter. On va à la liquidation. Et on verra à la liquidation si quelqu'un achète, puisqu'en fait, il y avait le gros problème de l'endettement. Il restait 400 000 euros d'endettement. Donc, acheter Pubeko, c'était acheter les dettes avec. La seule solution, c'était de passer par le tribunal pour éponger les dettes. Et là, je me suis encore battu pour autre chose. Je voulais que Pubeko continue à vivre. Je voulais que Pubeko continue à vivre parce qu'à l'époque, on avait encore 60 à 70 000 personnes qui venaient tous les jours sur le site internet. Quand on envoie un email, on a des gens qui nous disent merci. Merci pour ce que vous faites, merci pour le service. C'est peut-être bête, c'est peut-être mégalo, mais pour moi, il y a des gens qui nous font confiance depuis 15 ans. On ne ferme pas un service comme ça du jour au lendemain, même s'il y a personne qui a payé, voilà. Et donc j'ai fait la tournée de tous mes créanciers en leur disant, on va pas pouvoir tout payer, comment on s'arrange pour pouvoir avancer. J'ai essayé de faire ça le plus proprement possible. Résultat, je ferme la boîte avec un gros endettement, sinon je fermais pas, mais qui était un endettement avec une garantie, et donc moi, à titre personnel, j'étais protégé. Mais je ferme aussi la boîte avec plus de 200 000 euros de trésorerie, et je passe un mois à aller chercher les impayés, avec le mandataire, à faire tout ce qui se passe. Et ça, aujourd'hui, c'est presque un de mes seuls regrets dans l'aventure, c'est d'avoir encore remis cette énergie-là, alors que, en fait, j'avais pas à le faire, j'avais tout fait proprement, et ça m'a rien apporté, entre guillemets. Alors si, je peux me regarder dans la glace, et je suis content. Donc c'est peut-être déjà bien. Mais ce qui est dur, c'est de se dire que aucune reconnaissance, rien, et là je ferme, et il faut trouver. Donc j'ai passé cette énergie-là, et ça m'a énervé, mais nouveau cri, entre guillemets, volonté d'avancer, il s'est passé 2 choses en parallèle. J'ai pris mon téléphone et j'ai rappelé tous ceux qui m'avaient proposé des jobs, et il y en a un avec qui j'avais vraiment envie, et il m'a dit, si tu veux, tu viens tout de suite. Donc j'ai accepté, donc j'ai eu un bon job, donc ça m'a sauvé financièrement. Et en plus, c'était pour réussir ce que j'avais raté avant. Donc c'était sur le papier juste génial. Quelqu'un qui me fait confiance, enfin voilà. Rémi et Élise, qui était le fondateur de la boîte, qui m'a accueilli, et ma première manageuse du coup, puisque je suis passé de étudiant entrepreneur à manager. Ça, c'était juste génial. La seule chose, c'est que
J'avais l'impression de toujours ressortir tout ce que j'avais fait avec Pubeko. Et à chaque fois que je testais quelque chose, bien évidemment, ils avaient acheté chez moi la capacité d'innover, la connaissance de 15 ans de marché. Et donc, à chaque fois que je retestais, ils me disaient, on essaye ça. Ouais, mais moi, je savais que ça n'avait pas marché 5 ans avant. Et puis, quand un truc fonctionnait, c'était, waouh, c'est génial. Mais en fait, moi, ça faisait 5 ans que je l'avais dans ma tête, donc j'avais envie de dire, c'est trop facile. Et j'arrivais pas à me réjouir de ça, j'arrivais pas. Et c'est pour ça que j'ai décidé de complètement sortir. Et j'ai eu la chance à l'époque, économiquement, ça allait plutôt bien. Donc, un grand cabinet de conseil que je peux nommer, qui est EY, m'a fait confiance pour les rejoindre sur la transfo. Et donc, à 32 ans, je suis devenu consultant junior, enfin junior. J'étais senior, mais avec d'autres consultants de mon âge. Et ça a été bizarre parce qu'en fait, je suis arrivé comme un entrepreneur avec la confiance en soi j'ai presque envie de dire d'un moins que rien, quoi. Mais vraiment. Et ça s'est fait aussi par toute la communication. Et ce que j'ai bien planté, c'est ma communication. Parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin de me justifier. Donc je me suis justifié. Donc j'ai appelé quelques journalistes qui avaient suivi l'aventure de Pubeko avec qui je m'entendais bien. Et je leur avais dit, bah écoutez, tout ce qui se passe dans l'entrepreneuriat, c'est pas tout ce que vous pensez. Moi, j'ai fermé proprement ma boîte. Je dois rebondir. Bah, en fait, il faut que si ça arrive à d'autres, on puisse en parler. C'était le début, le tout début des associations d'aide aux entrepreneurs, 60 000 rebonds, Second Souffle, et voilà. Mais toutes ces associations-là étaient vraiment au début. Et j'ai communiqué. J'ai communiqué, notamment à travers un article qui en soi est magnifique et que j'étais content de l'article quand il est sorti. Mais le titre résumé de l'article, c'était En France, je suis un loser qui a planté sa boîte. Et cette étiquette, je l'ai gardée, moi, à titre perso, pendant, je pense, 4, 5, 6 ans. Et surtout, quand on tapait Romain Sarel sur Internet, ça a été le premier article pendant très longtemps. Et je sais pas si le pire, ça a été l'image que les autres avaient de moi à un moment où la French Tech explosait, où on levait des millions d'euros, où je ne vois que des gens qui mentent. Et je trouve ça injuste. Je trouve ça injuste parce que, je vais reprendre, je vois pas que des gens qui mentent. Je ne vois que The Truman Show. Pour moi, c'est vraiment ça. Je sais ce qu'il y a derrière. Et je sais que quand on annonce une levée de fonds, c'est de la dette. Les trois quarts des cas. Je sais que quand on annonce telle ou telle réussite, c'est faux parce que je suis passé par là. Et d'ailleurs, parfois, on vient me voir, mais en privé, en me posant des questions et en me disant, Romain, j'ai des coups durs. Tu peux me dire, t'as été le seul à en avoir parlé. Donc voilà. Par contre, je galère. Je galère parce que euh, j'ai pas 1 euro à réinvestir dans une nouvelle boîte. Je galère parce que j'ai pas confiance en moi. Je galère parce que j'ose pas aller voir des gens. Ou quand je vois des fonds d'investissement qui me disent mais ton expérience elle est géniale. Elle est géniale. Oui, bah recréer une boîte. Mais comment vous voulez que je fasse? J'ai pas 1 euro, j'avais 2 enfants. Enfin, donc je suis salarié. Je suis salarié et je prends vraiment plaisir. Je prends vraiment plaisir à faire un truc que je découvre qui est de conseiller les gens et de se mettre en posture de je connais quelque chose et je l'apporte à quelqu'un d'autre pour avancer. Je prends plaisir à être dans un environnement intellectuellement super stimulant. Enfin, on peut beaucoup critiquer les environnements, conseils et tout ça, mais effectivement, intellectuellement, on s'éclate quasiment au quotidien. Je prends plaisir à découvrir plein de nouvelles choses. J'avais demandé à sortir de la grande distribution, j'avais demandé à sortir un peu de la publicité, et donc je m'éclate. Je m'éclate vraiment à découvrir plein de choses. Mais il y a toujours cette petite frustration où je sais pas qui je suis. Romain, tout le monde me connaît comme un entrepreneur. Je suis un consultant. Au mieux, on est étonné quand je dis que je suis consultant chez EY. Au pire, la plupart des cas, on se fout de ma gueule. Mais vraiment, ouais, tu tiendras pas, ouais, c'est juste un passage, ouais. Bon, je fais des belles années chez EY, je suis rentré consultant, au bout de 3 ans, j'étais avec le grade de directeur. Mais à ce moment-là, j'ai surinvesti dans ma vie familiale, parce qu'en fait, c'est la seule chose qui me reste après Pubeko. Après Pubeko, j'ai pas de réussite financière, j'ai pas de réussite entrepreneuriale,
Voilà. Par contre, j'ai compris que ma femme avec qui on a failli divorcer à 2 reprises, les fois où j'ai fermé les yeux dans le virage, à chaque fois, j'ai vu ma femme et mes enfants, et voilà, j'ai toujours cette image de la sortie du tribunal de commerce où je prends enfin, d'abord, le président du tribunal que je connaissais un peu de vue me dit, «Romain, vous déconnez pas, hein?» Je le regarde, je dis: «Pourquoi?» Il me dit: «Bah, vous évitez les 4D». Moi, les 4D, je les connaissais pas. Dépôt, divorce, dépression, décès. Souvent, ça passe par un suicide. Et là, enfin, je veux dire, j'avais 32 ans, on me dit ça. Je pense que s'il me l'a dit, c'était vraiment pour m'aider, parce que j'oublierai jamais cette phrase: «Le tribunal prononce à l'encontre de la société développement durable multimédia une procédure de liquidation». Le tribunal prononce à l'encontre, je l'ai pris comme une flèche dans le cœur. C'était moi la société. Je suis la société, j'ai fait tellement de choses. Je crois que j'ai dû être dépité là. Je me traîne difficilement à la sortie. J'ai cette phrase du président du tribunal de commerce. Je me ressaisis un peu, je dis au revoir à mon avocate. Je sors et là, je prends la clé de voiture sur le parking et je me dis: «Mais j'ai pas le droit de conduire la voiture. Elle est pas à moi la voiture, elle est à la société». En fait, j'avais plus rien. De mon point de vue, je conduisais une voiture de société, j'avais des bureaux, qui étaient loués par la société, heu et là, j'ai eu cette pensée qui est de me dire: «Bah, la seule chose qui te reste, c'est ta femme et tes enfants et ta famille, quoi». Et donc bon, je me suis ressaisi, je me suis dit: «Bah, écoute, prends le risque de rentrer, voilà». Mais j'ai eu cette pensée et c'est ce qui m'a vraiment guidé pendant tout ce chemin de reconstruction, c'est: tu as tout perdu, tu as su conserver l'essentiel. De mon point de vue, l'essentiel, c'est ma femme et mes enfants. Et je pense vraiment que là-haut, j'en ai un qui voilà, j'ai mon ange gardien qui a veillé sur moi pour que tout ça soit là. Et du coup, pendant 5 ans, j'ai tout fait pour, reconstruire ça. Et donc quand chez EY, bah, j'étais tout en haut, mais j'avais une femme et des enfants. Et à l'époque, enfin, quand on attend le troisième et que chez EY, je dois de plus en plus m'investir dans le boulot, je peux pas m'empêcher de me dire: «Tu peux encore tout perdre, même en tant que salarié». J'ai toujours eu cette phrase en rigolant et c'est drôle d'être passé chez EY après. Je disais toujours à ceux qui osaient pas entreprendre, dans les années, 2010-2015: «Vous avez raison, rejoignez une grosse boîte, hein. Une belle boîte comme Enron, ça tombe jamais». Bon, Enron, c'était la boîte, grosse boîte des États-Unis qui est tombée à la fin des années 90. Tout ça pour dire que pour moi, j'ai toujours eu la conviction que où qu'on soit, entrepreneur, salarié, tout pouvait s'arrêter. Et donc pendant toute cette période, j'ai beaucoup bossé, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai toujours eu peur de basculer et de trop faire en perdant l'essentiel. Et donc, comme le célibat géographique devenait vraiment trop dangereux pour plein de raisons, comme, mes enfants me disaient de moi: «Quand tu es en télétravail, tu es un fantôme». J'ai énormément bossé pendant le confinement sur des sujets vachement valorisants, j'étais très heureux de tout ce que je faisais, mais en fait, je me surinvestis dans tout ce que je fais. Bah, j'ai décidé de reprendre un boulot à Lille, sans vraiment regarder, en fait, quel était le boulot. Je caricature à peine, mais je me suis dit: «Bah, de toute façon, l'essentiel, c'est qu'il soit à Lille». Bon, le boulot s'est très mal passé et du coup, au bout de à peine 2 ans, parce qu'en fait, je me suis retrouvé, dans une boîte où toutes les erreurs que j'avais faites avaient été reproduites et avaient été cachées dans mon processus de recrutement. Et donc le problème, c'est que c'était pas un red flag que je voyais 50 red flags. Et donc ça a été très, très compliqué. Et j'ai compris que j'avais quand même bien avancé sur mon chemin de reconstruction à ce moment-là, quand, j'ai été confronté à d'autres personnes qui faisaient les mêmes erreurs, quand, la French Tech me proposait de briller, sur tous les sujets de no code, c'était le début de l'intelligence artificielle et tout ça. Et moi, je me suis dit: «En fait, c'est pas ça que tu veux faire». Et donc, j'ai eu le courage, là, et ça a été très formateur finalement puisque en fait, heu
Bon, je partais avec le chômage, mais partir avec le chômage, j'avais à peine 1 an de chômage devant moi puisque j'avais pas beaucoup, finalement cotisé, la différence entre la vie du salarié, puisque j'étais reparti dans des très bons salaires et le chômage était quand même assez forte, de ce côté-là. Mais là, j'ai eu le courage d'arrêter beaucoup plus tôt. Pubeko pendant 5 ans, je me suis battu contre des moulins à vent, je me suis battu contre moi-même, je me suis mis là, je vais dire qu'entre le moment où j'ai senti vraiment que ça déconnait dans cette expérience où j'étais intrapreneur et où j'ai dit: «Stop, il faut que ça s'arrête», ça a duré moins de 6 mois. Et la chance, c'est que ma femme était là aux premières loges et elle me dit: «Non mais c'est tout en fait, et ça, c'est pour moi un des premiers apprentissages de Pubeko et je pense que c'est vraiment ce que les gens doivent, retenir, c'est que finalement, heu, on continue d'échouer, mais, heu, on échoue en délimitant de plus en plus le risque pour échouer. Enfin, aujourd'hui, j'ai des choses, je veux pas mettre en risque ma résidence principale, je veux pas mettre en risque, ma relation avec ma femme, ma relation avec mes enfants. J'aurais dû commencer, je ne veux pas mettre en risque ma santé, même si c'est toujours très compliqué pour tout le monde, mais c'est la base. Et après, si je me mets en risque de manière entrepreneuriale à planter des projets, ça me fait encore mal et j'ai encore peur. J'ai encore peur de planter. Aujourd'hui encore, j'ai été tellement visible, j'ai peur d'entreprendre, parfois, certaines choses, de peur d'échouer. Mais je sais aussi qu'il vaut mieux arrêter plus vite un projet, donc échouer, plutôt que s'entêter si les signaux sont pas là et si ça permet pas d'avancer. Et du coup, pour moi, c'est vraiment ça la force de l'expérience entrepreneuriale, c'est d'être capable d'aller de plus en plus vite sur les itérations. Essai, échec, réussite, très bien, je sécurise, j'avance. Et il y a 2 risques qu'il faut pas faire, c'est un, s'entêter dans un échec et 2, ne pas capitaliser sur une réussite. Et ce conseil-là, je veux le donner à tous les entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir mes activités entrepreneuriales et de conseiller. Heu, Effectivement, dès que vous pouvez acheter une résidence principale, dès que vous pouvez protéger un peu d'épargne, dès que vous pouvez, faites-le. De toute façon, ces choses-là, on vous les enlèvera pas. Donc il faut le garder. Une autre chose qu'un entrepreneur m'avait dite et il avait raison, quand j'avais décidé d'arrêter, en juin, je décide d'arrêter Pubeko et en septembre, je fais la tournée de tous les entrepreneurs donc pour, essayer de vendre. Il y en a un qui me dit, «Bon Romain, c'est super tout ce que tu as fait et tout ça. La boîte à qui je bosse, peut pas racheter», et il m'avait suivi depuis le début, François qui était, entrepreneur et dirigeant de grands groupes et je me souviens, il me dit: «Il te reste de l'argent sur tes comptes?» Je dis: «Bah, j'ai plus rien, j'ai 1 500 ou 2 000 balles». Il m'a dit: «Ah, c'est largement suffisant. Tu rassembles tout, même si tes comptes sont à zéro, même s'il faut que tu empruntes, c'est pas grave. Tu pars avec ta femme 3 jours, loin, où on parle pas la même langue, où il y a du soleil et vraiment, vous passez un bon moment pour vous ressouder, pour vous recapitaliser». Et ça, je trouve que c'est ce qu'on fait pas assez en tant qu'entrepreneur. C'est profiter de ces bons moments, c'est se ressouder. En fait, c'était un peu fou à ce moment-là et je me souviens, il y avait une sorte de culpabilité de me dire: «Mais j'ai plus d'argent, je et je pars au soleil, quoi». On est parti à Capri, à Anacapri, mais en fait, ça a été parmi les plus belles heures, les plus beaux jours. On est parti 3 jours. Bon, le dernier jour, on s'est engueulé comme jamais parce qu'en fait, on sentait le quotidien nous rattraper. Mais si on vit pas ces instants joyeux, si on n'est pas capable de profiter de ça, on peut pas faire face aux difficultés et avancer. Et donc vraiment, moi, c'est mon conseil, il faut itérer de plus en plus vite et ça, c'est que l'expérience qui nous permet de le faire et c'est les échecs et il faut aussi profiter des instants, présents et je changerai rien et ce qui m'a marqué dans ma longue descente aux enfers et surtout dans ma reconstruction, c'est de croiser beaucoup de repeat entrepreneurs qui avaient réussi dans les années 2013-2017 avec un paquet d'argent. Ou certains qui avaient fait des levées de fonds avec des exits, parce que quand moi j'ai créé, c'était très compliqué de faire des exits, mais il y en a plein qui ont fait des petites exits. Et donc, ils donnaient l'impression d'avoir réussi.
Et quand je les croisais en privé, les 3/4 étaient parfois confrontés à un échec, pas en premier lieu, mais en second lieu, puisqu'en fait, la première fois, ils ont réussi très très vite. Je donnerai pas de nom, mais je pense à personnes qui, enfin voilà, ils avaient vendu leur boîte à peine au bout d'un an et demi à un gros acteur américain, et puis bah, quand il a fallu relancer la deuxième boîte, c'était pas aussi facile. Et ce qui est drôle, c'est que moi, avoir commencé par un échec, ça m'a beaucoup plus appris que si j'avais commencé par une réussite. Le seul problème, c'est que commencer par un échec, c'est pas formateur. Enfin, c'est pas formateur, c'est formateur. Commencer par un échec, c'est formateur, mais c'est pas vendable, c'est pas bankable, et c'est ça. Et c'est sûrement pour ça qu'il m'a fallu aussi longtemps pour accepter de venir là, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais mal communiqué d'une certaine manière sur cet échec, et ça, c'est pour moi le sujet aussi, c'est que il faut pas communiquer sur l'échec auprès des autres tant qu'on n'a pas soi-même accepté, en fait. Et le premier qui a pas pardonné son échec, c'est Bibi, c'est moi qui l'ai pas. Et voilà. Et donc, c'est vraiment ça qui est super important. Et maintenant, j'ai du mal à dire que je suis entrepreneur, parce que je sais qu'en fait, ma vocation, c'est avant tout de conseiller les entrepreneurs. Je l'ai eu grâce à cet échec-là. Je sais aussi que je suis un bon conseiller d'entrepreneur grâce à tout ce que j'ai vécu. Je sais que je pourrais pas m'empêcher d'entreprendre. Et j'ai besoin de nourrir tout ça. Mais je vois que ce chemin me permet d'avancer et me permet de me dire, ok, t'as un objectif, et c'est la fameuse phrase de Churchill, quoi. La réussite n'est pas, enfin la réussite n'est pas finale, l'échec n'est pas total, c'est le courage de continuer. Et vraiment, est-ce que celui qui arrête après une réussite a vraiment réussi, en fait? Combien de boîtes on voit se planter dans les 6 mois, dans l'année qui suit la revente? Bah, en fait, à une photographie, il y a une réussite, ou la réussite est financière. Mais si cette réussite, elle s'est faite au prix d'autres échecs, d'autres difficultés, est-ce que c'est une réussite? J'en sais rien. Est-ce que celui qui s'est planté à un instant T, mais qui a le courage de repartir, progresse? Est-ce que celui qui s'est planté, qui se connaît mieux grâce à ce plantage, en fait, n'a pas plus appris que celui qui a réussi et qui se connaît pas, qui a été porté par des business angels, par des fonds, par des gens qui lui ont expliqué? Je sais pas, quoi. On n'est jamais pleinement préparé à planter sa boîte. Alors informer, accompagner les dirigeants, les indépendants, c'est notre mission avec Planté, et c'est aussi la mission de notre partenaire, l'association GSC, l'assurance perte d'emploi des dirigeants d'entreprise. Merci donc à la GSC de nous donner les moyens de faire entendre ces témoignages en héritage à la nouvelle génération d'entrepreneurs. Au fil des épisodes, vous aurez au moins une certitude: quand on plante, on repousse. Planté.